C'est une personnalité religieuse et politique centrale dans l'histoire du Maroc. Il consolide son royaume, dont Fès devient la capitale et pilier culturel et civilisationnel, en plus d'être un pôle spirituel. À la fois imam et leader politique, né d'un père arabe et d'une mère amazigh, il s'impose au sein des divers courants politico-religieux. Il est aussi garant de l'indépendance politique du royaume par rapport aux visées extérieures. Il s'agit d'Idriss, fils d'Idriss, surnommé pour cela Idriss al-Asghar, le jeune, ou Idriss al-Azhar, le resplendissant. Son père est Idriss, fils de Abdullah al-Kamil, fils de Hassan al-Mutanna, fils de Hassan, fils de Ali. Il avait participé à côté de son neveu al-Hussein ben Ali ben al-Hassan à la bataille de Fakhr, près de la Mecque, contre les Abbasides. Avec la défaite et la persécution qui s'ensuit, il échappe au massacre, gagne d'abord l'Égypte où il jouit de quelques complicités, et de là prend la direction du Maroc en compagnie de son fidèle affranchi, Rachid, qui est présenté comme un amazigh par le géographe Al-Himyari. Le périple d'Idriss Ier s'achève à Volubilis, dans le Zerhoun, après un passage par la région de Tanger au sein des puissantes tribus Aouraba. Nous avions vu que les Aouraba étaient rangés parmi les tribus berbères les plus importantes durant la conquête musulmane, qu'elles étaient établies dans le Zerhoun, à Oualili, Volubilis, qui était alors considérée comme l'une des plus importantes villes du Maroc et qui avait été l'antique capitale du roi berbère Juba II, puis une grande cité romaine de la Mauritanie tingitane. Le chef des Aouraba était alors Ishaq ben Mohammed ben Abd al-Hamid al-Aourabi, qui est musulman de père en fils, comme le montre sa généalogie, adepte de l'école rationaliste des Mu'tazila, à laquelle il aurait initié le nouvel arrivant. 2 ans plus tard, Idriss Ier est uni à une amazigh, Kenza, l'Aourabienne. Il est par ailleurs proclamé imam par les Aouraba, suivi par des délégations de tribus venues lui apporter l'allégeance. C'est ainsi qu'a vu le jour la première dynastie alide de l'histoire. Commencent alors pour Idriss Ier les guerres de conquête et d'islamisation et la constitution d'un embryon d'État. Mais le calife abbasside Haroun al-Rachid le poursuit de sa vindicte. Il le fait empoisonner par un émissaire après juste 3 ans de règne, ou 5, selon d'autres versions. Kenza est alors enceinte de quelques mois. Dans le Zerhoun, elle met bientôt au monde son enfant qui porte le même prénom que son père défunt. Vu son très jeune âge, la régence est assurée par Rachid, qui l'initie aux sciences religieuses et aux disciplines militaires. Il reste son tuteur jusqu'aux environs de l'âge de 11 ans, lorsqu'Idriss II obtient l'allégeance et la bay'a en tant qu'imam. Les historiens ont conservé d'ailleurs un texte présenté comme étant le discours prononcé après sa prestation de serment, en précisant qu'il avait marqué les esprits par son éloquence et sa force de caractère qui n'avait d'égal que sa précocité. Une tradition persistante depuis le Moyen-Âge, véhiculée par des lettrés tels Ibn Hawqal ou Al-Bakri, renvoie la fondation de Fès à Idriss II en 808. Les historiens ont même conservé une courte prière qu'il aurait adressée à Dieu au début des travaux de creusement des fondations, rapportée notamment par Ibn al-Qadi dans sa Jadwat al-Iqtibas. Ô Allah, fais de cette ville une demeure de science et de jurisprudence, où ton livre est récité et où tes lois sont appliquées. Fais en sorte, tant que la ville perdurera, que ses habitants s'accrochent au livre saint, à la sunna et au consensus. Il se trouve également un texte présenté comme la conclusion du discours prononcé par Idriss II un jour du vendredi après avoir terminé la construction des murs de la ville. Le chroniqueur Ibn Abi Zar' le rapporte dans son Rawd al-Qirtas. Nous pouvons le traduire à peu près en ces termes. Ô Allah, tu sais que ce n'est ni par vanité, ni par orgueil, ni par quête de gloire que je viens d'élever cette ville. Je l'ai bâtie, Seigneur, afin que tu y sois adoré, qu'on y récite ton livre, qu'on y accomplisse tant que ce monde perdurera, tes lois, les préceptes de ta religion et la sunna de ton prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ô Allah, accorde aux habitants de cette ville et à ceux qui viendront après eux l'accomplissement du bien, protège-les contre leurs ennemis, dispense-leur les choses nécessaires à la vie, détourne d'eux l'épée de la discorde, de la division et de l'hypocrisie, car tu es capable de tout. D'autres auteurs anciens, de la trempe du géographe Ahmed al-Razi, attribuent plutôt la fondation de la ville au père, Idriss Ier, bien que ces affirmations ne soient reprises qu'au XIIIe siècle par Ibn al-Abbar al-Balansi. En 1938, Évari Lévi-Provençal s'est démarqué quant à lui par sa démonstration selon laquelle Idriss Ier aurait érigé la ville sur la rive droite d'Oued Fès, ce qui deviendra la rive des Andalous.
suivi 21 ans plus tard par son fils, fondateur de l'autre côté de la rivière de la ville d'Al-Alia, qui allait devenir la rive des Kairouanais. Lévis-Provençal s'appuie en cela sur des documents historiques et numismatiques révélant la découverte de monnaies frappées à Fès, dont la plus ancienne remonte à 801, soit avant la date traditionnelle de sa fondation. Cette thèse est jugée loin d'être inébranlable par Shafer Ben Chekroun, qui avance une nouvelle perspective sur l'éventuelle fondation de Fès par le régent Rachid, dont le rôle a été prépondérant depuis l'exil d'Orient, en passant par la présence auprès d'Idriss et sa charge de précepteur avec le fils. Tout cela n'est bien entendu qu'une hypothèse, précise-t-il, mais elle possède au moins le mérite d'être aussi, voire plus crédible que toutes les autres hypothèses traditionnelles présentées par l'historiographie, aussi bien orientale, maghrébine que tardivement occidentale. Ce qui est incontestable, c'est le déplacement du centre du pouvoir de Walili à Fès durant le règne d'Idriss II, qui a fait de la nouvelle cité sa capitale et siège de son gouvernement, enrichi progressivement par de nouveaux arrivants venus d'Andalousie ou de Kairouan. Zarhoun, lieu de sa naissance, était décrite comme étant trop petite désormais, à moins qu'il ne s'agisse d'un désir volontaire de rupture avec le vieux Volubilis où avait commencé l'aventure idrisside au sein des Aouraba. À Fès, les chroniques retiennent l'arrivée en 805 auprès d'Idriss II de contingents arabes dont les membres occupent de haut rang dans l'administration et dans l'armée. La ville a reçu aussi très tôt des réfugiés kairouanais habitant la rive éponyme. Les chroniques anciennes rapportent comment Idriss II avait acheté en 807 leur terre à une tribu berbère, branche des Ouaras, établie alors sur la rive gauche d'Oued Fès, sur l'emplacement de ce qui allait devenir la rive des Kairouanais pour la somme de 3500 dirhams. Les récits médiévaux poursuivent qu'Idriss II avait acheté à la même date pour la somme de 2500 dirhams la terre de la tribu zénatienne des Bni Azra qui résidait à cette époque la rive droite d'Oued Fès. C'est là, dans ce qui deviendra la rive des Andalous, qu'il a logé en 818 les émigrés fuyant Cordoue après la sanglante répression omeyyade consécutive à la révolte du faubourg. Par ailleurs, Idriss le Jeune étend son autorité. Il poursuit l'œuvre de son père. En 814, il marche sur Tlemcen. Il s'y installe durant 3 ans, restaure sa mosquée et ses remparts et on accorde l'administration à ses cousins slimaniens, issus, selon la tradition généalogique, de la lignée de Sulayman, frère d'Idriss Ier. Les découvertes de monnaies portant le nom d'Idriss II et la présence d'ateliers de frappe y sont par ailleurs attestées. Pendant tout le IXe siècle, la ville demeure, selon Georges Marcet, une place dépendante des Idrissides de Fès, un pôle de diffusion de leur influence religieuse à travers les campagnes du Maghreb central. Enfin, tout au long de son règne, Idriss II, à la fois guide politique et spirituel, veille à maintenir une totale indépendance vis-à-vis du califat abbasside qui régnait à Bagdad et aux velléités de leur vassal Ibrahim ibn al-Aghlab, auquel il avait écrit pour l'inviter à lui obéir ou à s'éloigner de sa direction. En 828, Idriss II trouve la mort à Fès à l'âge de 36 ans. Il laisse le pouvoir à son fils aîné Mohammed, tandis que les autres fils majeurs sont désignés chacun à la tête des provinces qu'ils administrent en son nom à la demande de la grand-mère Kenza. Le tombeau d'Idriss II, dissimulé un temps, est redécouvert en 1437 durant le règne des Zénètes mérinides, favorisant le retour de familles idrissides à Fès et faisant de sa zaouïa une icône spirituelle.